Un millionnaire feint d'être aveugle pour tester l'honnêteté d'une sans-abri. Mais quand il laisse tomber son portefeuille près d'elle, il est choqué par ce qu'elle fait ensuite. La nuit tombait sur Saint-Aurélien, enveloppant la ville d'ombres et de lumières tremblotantes. Philippe Mercier marchait lentement dans les rues silencieuses, sentant le poids de sa propre existence à chaque pas. Sa vie de luxe et de réussite entrepreneuriale ne comblait plus le vide qui grandissait en lui. Il se sentait étranger à lui-même, comme si à un moment donné, il avait perdu la connexion avec qui il était vraiment. En apercevant une dame âgée assise à l'entrée d'une ruelle, Philippe ressentit une étrange impulsion. Vêtue de vêtements usés, le visage marqué par le temps et la souffrance, elle observait le mouvement de la rue avec un regard qui semblait voir au-delà du présent. Il sortit son portefeuille de sa poche et le laissa tomber intentionnellement, puis fit quelques pas et s'arrêta, feignant d'être désorienté. « Monsieur !» l'appela sa voix rauque mais ferme. Quand il se retourna, il la vit tenant son portefeuille de ses doigts tremblants. Philippe hésita, puis débuta sa comédie. « Je ne peux pas voir, » dit-il, la voix chargée de vulnérabilité. « Je suis aveugle. » La vieille dame le regarda un moment et, au lieu de montrer de la pitié ou du doute, sourit doucement. Un homme qui a déjà tout perdu ne peut pas perdre son portefeuille aussi. La phrase frappa Philippe de façon inattendue. Il prit l'objet de ses mains et, pendant un instant, oublia qu'il faisait semblant. « Comment ça ?» demanda-t-il. « Vraiment curieux. » La dame haussa les épaules, ses yeux portant une sagesse silencieuse. « Parce que je sais ce que c'est de tout perdre, » répondit-elle simplement. « Comment vous appelez-vous » demanda Philippe, abandonnant sa comédie, une sincérité soudaine émergeant dans sa voix. « Mathilde » répondit-elle, sans montrer de surprise face au changement dans son comportement. « Et vous? Qui êtes-vous derrière ce masque que vous portez ?» Ces paroles le frappèrent comme un coup direct. Jamais il n'avait été questionné de cette manière si directe et pénétrante. « Philippe Mercier » répondit-il, tendant la main pour l'aider à se lever. « Et j'aimerais vous inviter à dîner, Madame Mathilde. » La vieille dame hésita, l'analysant avec des yeux perspicaces qui semblaient avoir chaque couche de faux semblant qu'il avait construite au fil des ans. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. « Si cette histoire vous intéresse, regardez jusqu'à la fin et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir toutes nos histoires passionnantes. » Continuons. Philippe n'avait pas de réponse toute prête. Pour la première fois depuis des années, il agissait par impulsion, mu par quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Peut-être parce que j'ai besoin de quelqu'un qui me voit tel que je suis vraiment, dit-il, se surprenant lui-même par l'honnêteté de cet aveu. Mathilde sourit et accepta sa main. « Alors allons dîner, Philippe Mercier. Mais ne m'emmenez pas dans ces endroits chics où l'on sert de petites portions dans de grandes assiettes. Je veux de la vraie nourriture. » Philippe rit, un son authentique qu'il n'avait pas entendu de lui-même depuis longtemps. « Je connais l'endroit parfait, » répondit-il, lui offrant son bras comme soutien. Aucun des deux ne pouvait imaginer comment cette rencontre fortuite changerait leur vie à jamais. Dans le restaurant simple du vieux quartier, Philippe observait. Mathilde savourait chaque bouchée du ragoût de pommes de terre. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans la façon dont elle appréciait chaque moment, chaque saveur, comme si ce repas était un trésor précieux. « Depuis combien de temps vivez-vous dans la rue ?» demanda-t-il, essayant de comprendre l'histoire de cette femme énigmatique. Mathilde but une gorgée d'eau avant de répondre. « Qui vous a dit que je vis dans la rue ?»« J'ai simplement supposé à la façon dont je vous ai trouvé. Les apparences sont trompeuses, n'est-ce pas? Tout comme un homme riche feignant d'être aveugle pour tester une inconnue. » Elle le regarda, mais il n'y avait aucune accusation dans son regard, seulement une constatation tranquille. Philippe sentit son visage s'échauffer. « Vous saviez ?» dès le premier instant. Mathilde sourit. « J'ai 75 ans, mon garçon. J'ai vu beaucoup de choses dans cette vie. Des gens qui voient et font semblant d'être aveugles. Des aveugles qui font semblant de voir. Le monde est plein de masques. » Il acquiesça, véritablement honteux. « Pardonnez-moi pour ce test ridicule. Je ne sais pas ce qui m'a pris. »« Je sais ce qui vous a pris, » répondit-elle, s'essuyant la bouche avec sa serviette. « La solitude, celle qui persiste même quand on est entouré de gens. Je connais bien ce sentiment. » Philippe sentit un nœud dans sa gorge. Comment une étrangère pouvait-elle le lire si facilement, alors que même ses amantes les plus proches n'y étaient jamais parvenues? « Alors dites-moi. » Il changea de sujet. « Où habitez-vous ?»« J'ai une petite chambre au fond d'une pension,
Rue des Acacias. Rien de luxueux, mais c'est mon coin à moi. » Elle fit une pause. « Et vous? Vous devez habiter dans une de ces maisons des Hauts de Saint-Aurélien, n'est-ce pas? »« Oui, » répondit-il. « Une maison bien trop grande pour une seule personne. »« Les maisons ne sont jamais trop grandes, » philosopha Mathilde. « Ce sont les cœurs qui deviennent trop petits quand on est seul. » Encore une fois, Philippe eut l'impression que cette femme pouvait voir directement dans son âme. Il paya l'addition et, en sortant, réalisa qu'il ne voulait pas lui dire au revoir. « Puis-je vous raccompagner jusqu'à votre pension? »« Bien. »« Sûr ?» accepta-t-elle avec un sourire. « Mais faites attention, Philippe Mercier. Les gens comme moi sont dangereux. »« Dangereux ?» s'interrogea-t-il, intrigué. « Oui, parce que nous faisons affronter aux autres des vérités qu'ils préféreraient ignorer. » Pendant le chemin jusqu'à la pension, Philippe sut qu'il était face à une décision qui changerait sa vie. Une idée se forma dans son esprit, aussi soudaine qu'intense. « Madame Mathilde, » commença-t-il hésitant, « je sais que nous nous connaissons depuis quelques heures seulement, mais j'aimerais vous faire une proposition. » Elle le regarda avec un sourcil levé. « Quel genre de proposition un homme comme vous ferait à une vieille comme moi? Venez habiter chez moi. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir. « J'ai des chambres vides, de l'espace en trop. Vous auriez du confort, de l'intimité. » Mathilde s'arrêta de marcher et le fixa avec sérieux. « Pourquoi? » Parce que, il chercha les mots justes. « Parce que je pense que nous avons besoin l'un de l'autre. Vous avez besoin d'un meilleur endroit pour vivre vos années dorées. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui m'apprenne à voir à nouveau. » La vieille dame l'étudia pendant de longues secondes avant de répondre. « Êtes-vous sûr de vouloir une étrangère dans votre maison? J'ai l'impression de vous connaître depuis bien plus longtemps que quelques heures, » confessa Philippe. « Et, en plus, ce serait temporaire, jusqu'à ce que vous trouviez un meilleur endroit. Sans engagement. » Mathilde sourit, une lueur énigmatique dans le regard. « Très bien, Philippe Mercier. J'accepte votre proposition, mais à une condition. » « Laquelle? » « Que vous compreniez que je ne suis pas une œuvre de charité. Je suis une personne, et les personnes ne sont pas des projets qu'on assume quand on s'ennuie de sa propre existence. » La sincérité dure de ses paroles le surprit, mais le fit aussi la respecter davantage. « Marché conclu, » répondit-il, tendant la main pour sceller l'accord. Tandis qu'ils allèrent chercher ses affaires à la pension, Philippe n'avait aucune idée à quel point cette décision impulsive allait modifier le cours de sa vie et révéler des secrets longtemps enfouis dans son passé. Le manoir Mercier, imposant dans son architecture classique, semblait observer avec méfiance l'arrivée de Mathilde. La vieille dame contempla la construction quelques instants avant de monter les marches de l'entrée. « Joli endroit », commenta-t-elle, tandis que Philippe ouvrait la lourde porte en bois sculpté. « Mais il manque de vie ici. » Il acquiesça, sentant le poids de ses paroles. Le manoir, avec ses meubles coûteux et ses œuvres d'art de valeur, était davantage une vitrine de richesse qu'un foyer. « Sébastien !» appela Philippe, et un majordome d'âge moyen apparut dans le hall d'entrée. Ses yeux s'écarquillèrent, légèrement en voyant Mathilde aux côtés de son patron. « Oui, monsieur Mercier ? Voici madame Mathilde. Elle sera notre invitée pour une durée indéterminée. Veuillez préparer la chambre d'hôte de l'aile est. » Sébastien hésita une seconde, mais acquiesça rapidement. « Immédiatement, monsieur. Désirez-vous quelque chose à boire pendant que je prépare la chambre? J'accepterai une tisane de camomille, » répondit Mathilde avec un sourire gentil, « si ce n'est pas dérangeant. »« Absolument pas, madame. Je reviens dans un instant. » Tandis que le majordome s'éloignait, Philippe conduisit Mathilde jusqu'au salon. Elle observait chaque détail avec une curiosité qui semblait aller au-delà du simple intérêt. « Que faites-vous dans la vie, Philippe ?» demanda-t-elle, s'installant dans un fauteuil en velours. « Je suis entrepreneur. J'ai hérité de Mercier Immobilier de mon père et je l'ai développé ces 15 dernières années. » Il se servit un whisky. « Nous avons construit certains des bâtiments les plus importants de la ville. Et cela vous rend heureux ?» La question directe le prit au dépourvu. Philippe fit tourner le liquide ambré dans son verre, réfléchissant. « Ça l'a fait pendant un temps. Aujourd'hui, je ne sais plus. C'est pour ça que vous testez les gens dans la rue, pour ressentir quelque chose ?» Philippe soupira. « Peut-être. Je n'avais jamais fait ça avant, pour être honnête. C'était une impulsion. » Mathilde acquiesça, comme si elle comprenait parfaitement. « Quand nous perdons notre chemin, nous faisons des choses étranges pour essayer de nous retrouver. Et vous? Que faisiez-vous avant, avant de vieillir
Et de m'appauvrir » compléta-t-elle avec un sourire ironique. « J'ai été beaucoup de choses, Philippe. J'ai été mère, épouse, travailleuse. J'ai été gouvernante dans des maisons de famille, principalement. » La conversation fut interrompue par l'arrivée de Sébastien avec la tisane et quelques biscuits fins. « La chambre sera prête dans 20 minutes, monsieur, » informa le majordome. « Madame a-t-elle des bagages ?»« Juste ce sac, » répondit Mathilde, indiquant le sac en toile usée qu'elle portait. « Je voyage léger dans la vie. » Après que Sébastien se fut retiré, Philippe remarqua quelque chose de curieux. Mathilde semblait connaître l'endroit. Ses yeux parcouraient les pièces avec une familiarité déconcertante. « Avez-vous déjà été dans une maison comme celle-ci auparavant ?» demanda-t-il. Mathilde but une gorgée de sa tisane avant de répondre. « Plusieurs fois. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé dans des maisons de famille. Des manoirs comme celui-ci gardent plus de secrets qu'on ne peut l'imaginer. » Quelque chose dans sa façon de parler fit frissonner Philippe, comme si ses paroles portaient un poids plus grand qu'elles ne le laissèrent paraître. « Venez, je vais vous montrer le reste de la maison, » proposa-t-il, essayant d'écarter l'étrange sensation qui l'envahissait. Pendant qu'il parcourait les pièces, Philippe remarqua comment Mathilde évitait certains endroits. Elle passa directement devant la porte de la bibliothèque, et quand ils s'approchèrent de l'ancienne chambre d'enfant, maintenant transformée en bureau, elle accéléra le pas. « Vous ne voulez pas voir cette pièce ?» demanda-t-il intrigué. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit-elle, avec une tension presque imperceptible dans la voix. « Je vois que vous avez beaucoup transformé la maison depuis que vous l'avez acquise. En fait, elle appartient à la famille depuis des générations. J'ai grandi ici. » Mathilde se contenta d'acquiescer sans commenter. Mais Philippe remarqua que ses yeux s'étaient légèrement embués. Cette nuit-là, après avoir dîné et installé Mathilde dans sa nouvelle chambre, Philippe n'arrivait pas à dormir. Il y avait quelque chose dans la présence de cette dame qui éveillait des sensations et des souvenirs endormis. Il décida de descendre à la bibliothèque pour prendre un livre qui l'aiderait à se détendre. En passant dans le couloir, il vit une faible lumière filtrer sous la porte de la chambre de Mathilde. Il hésita, mais décida de vérifier si elle avait besoin de quelque chose. Il frappa doucement. « Entrez !» sa voix résonna calmement de l'autre côté. Philippe ouvrit la porte et trouva Mathilde assise dans un fauteuil près de la fenêtre, observant la lune. Dans ses mains, elle tenait un petit objet brillant qu'il ne put identifier immédiatement. « Désolé de vous déranger si tard. J'ai vu la lumière et j'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de quelque chose. Je n'arrive simplement pas à dormir dans de nouveaux endroits la première nuit, » sourit-elle. « Vieilles habitudes d'une vie nomade. » Philippe acquiesça compréhensif et remarqua alors ce qu'elle tenait. Un petit cheval de cristal, une pièce délicate et visiblement ancienne. « Joli objet », commenta-t-il. Mathilde l'éleva à la lumière de la lampe. Un cadeau d'un enfant. Très spécial il y a de nombreuses années. Il adorait les chevaux. Et vous l'avez gardé tout ce temps. Certains souvenirs sont trop puissants pour être laissés derrière, répondit-elle avec un regard lointain. Même quand nous partons, nous emportons avec nous ce qui compte vraiment. Philippe sentit une connexion inexplicable avec ces paroles et cet objet. « Bonne nuit, Madame Mathilde. Dormez bien quand le sommeil viendra. »« Bonne nuit, Philippe. » Et elle fit une pause. « Merci de m'avoir amené ici. » Il sourit et ferma doucement la porte. Dans le couloir, il s'arrêta pour réfléchir à l'étrange sentiment qui l'envahissait. C'était comme si Mathilde n'était pas une étrangère qu'il venait de rencontrer, mais quelqu'un qui avait été absente depuis longtemps et qui finalement était revenu. Les jours suivants apportèrent une transformation subtile au manoir Mercier. La présence de Mathilde, d'abord étrange pour le personnel, devint rapidement un baume pour l'ambiance auparavant froide et formelle. Sa manière simple et directe conquit même la sévère gouvernante Hélène, qui au début regardait avec méfiance l'invité spécial de son patron. Philippe, quant à lui, commença à être en retard au travail, quelque chose d'inédit dans sa routine rigoureuse. Il préférait prendre le petit déjeuner avec Mathilde, écoutant ses histoires et observant comment elle parvenait à parler des choses les plus simples avec une sagesse qui le fascinait. Par un matin particulièrement agréable, alors qu'ils conversèrent sur la terrasse, Philippe reçut un appel qui le fit froncer les sourcils. « Bonjour, Laure » répondit-il, sa voix changeant subtilement pour un ton plus formel. « Oui, je sais que la réunion est prévue pour aujourd'hui.
Non, je n'ai pas oublié. J'y serai dans 1 heure. En raccrochant, il remarqua le regard curieux de Mathilde. Mon assistante, expliqua-t-il, toujours soucieuse de ma ponctualité. Laure, répéta Mathilde, comme si elle savourait le nom. Joli nom. Et d'après votre expression, une demoiselle importante. Philippe sourit, mal à l'aise. Laure Valentin. Elle travaille avec moi depuis 5 ans. Elle a commencé comme stagiaire et aujourd'hui, elle est mon bras droit dans l'entreprise, extrêmement compétente et extrêmement exigeante. Et belle ? Demanda Mathilde, avec une lueur amusée dans les yeux. Très, admit Philippe, se sentant étrangement exposé. Mais je n'ai jamais mélangé le travail avec... Enfin, vous comprenez. Je comprends, acquiesça Mathilde. Parfois, les barrières que nous créons pour nous protéger finissent par nous isoler des meilleures possibilités. Cette phrase résonna dans l'esprit de Philippe, tandis qu'il conduisait jusqu'au bureau. Laure, toujours impeccable dans ses tailleurs élégants, l'attendait à l'entrée du bâtiment de Mercier Immobilier. « Bonjour Philippe », le salua-t-elle, lui tendant un dossier. « Les rapports financiers que vous avez demandés et le contrat de la société Aube pour révision. La réunion avec les investisseurs est à 10h30. »« Bonjour Laure », répondit-il, l'observant comme s'il la voyait pour la première fois. « Vous êtes différente aujourd'hui. » Elle haussa un sourcil, surprise. « Différente comment ?»« Je ne saurais l'expliquer. Peut-être est-ce moi qui vois les choses différemment. » Laure l'étudia avec curiosité. « Vous agissez étrangement ces derniers temps. Vous avez annulé 2 réunions importantes la semaine dernière, vous arrivez en retard. Tout va bien ? » « En fait, je vais mieux que je ne l'ai été depuis longtemps, » confessa Philippe. « J'ai rencontré quelqu'un qui change ma perspective sur beaucoup de choses. » Le visage de Laure se ferma instantanément. « Je comprends. Eh bien, je suis heureuse pour vous. » Sa voix professionnelle masquait ce que ses yeux ne pouvaient cacher, la déception. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » s'empressa-t-il d'expliquer. « C'est une dame âgée que j'ai rencontrée par hasard. Elle est hébergée chez moi temporairement. » Laure le fixa, incrédule. « Vous avez amené une inconnue chez vous ? Faites-moi confiance, elle n'est pas une inconnue ordinaire. » Avant qu'ils ne puissent continuer leur conversation, ils furent interrompus par Antoine Mercier, l'oncle de Philippe et associé minoritaire de l'entreprise. Un homme corpulent de 60 ans, avec un visage perpétuellement mécontent. « Ah, le neveu occupé nous fait enfin l'honneur de sa présence !» s'exclama-t-il, avec ironie. « J'espère que cette réunion avec les Japonais n'est pas un autre de vos projets mégalomanes qui finissent par saigner les caisses de l'entreprise. » Philippe respira profondément, essayant de garder son calme. « Les Japonais, comme vous les appelez si délicatement, mon oncle, représentent le plus grand groupe immobilier d'Asie. Si nous concluons ce partenariat, Mercier Immobilier fera un bond que même mon père n'aurait pas osé rêver. Votre père, Antoine cracha les mots, savait reconnaître les limites. Vous pensez pouvoir réinventer le marché. Je vais prendre ça comme un compliment, répondit Philippe, se dirigeant vers l'ascenseur avec Laure. Au fait, j'aimerais vous inviter à dîner chez moi le week-end prochain. Je veux vous présenter quelqu'un. Antoine fronça les sourcils, méfiant. Une de vos petites amies sophistiquées qui veut impressionner la famille. Quelque chose de bien mieux, sourit Philippe, énigmatique. Ah, plus tard, mon oncle. Dans l'ascenseur, Laure ne put contenir sa curiosité. Pourquoi inviter votre oncle? Vous dites toujours que c'est un vieux aigri qui ne pense qu'à l'argent. Exactement pour cette raison, répondit Philippe. Je pense qu'il a besoin de connaître Mathilde autant que j'en avais besoin. Laure l'observa avec une expression intriguée. Vous êtes vraiment différent. Cette Mathilde doit être quelqu'un de très spécial. Elle l'est, confirma Philippe. Et j'aimerais que vous la connaissiez aussi. Venez au dîner samedi. L'invitation prit Laure par surprise. En 5 ans de travail ensemble, c'était la première fois que Philippe l'invitait chez lui pour une occasion sociale. « Je devrais vérifier mon agenda », répondit-elle, essayant de paraître indifférente. Philippe sourit, percevant son malaise. « Allons, Laure. Je sais que vous n'avez pas d'engagement le samedi soir à part regarder des documentaires avec un verre de vin. » Elle rougit légèrement. « Comment savez-vous cela ? Vous l'avez mentionné une fois, il y a environ 3 ans. J'ai bonne mémoire. » L'ascenseur arriva au dernier étage où se trouvait le bureau de Philippe. Avant que les portes ne s'ouvrent, Laure le retint par le bras. « Que vous arrive-t-il, Philippe ? Vraiment ?
Il la fixa un moment, surpris par l'intensité de son regard. Je commence à voir ce qui a toujours été devant moi, mais que je n'ai jamais vraiment vu. Les portes s'ouvrirent, mettant fin au moment d'intimité. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une ligne invisible avait été franchie. Pendant ce temps, au manoir Mercier, Mathilde explorait lentement chaque recoin de la propriété. Ses pas la menèrent jusqu'à la cave, un endroit que Philippe n'avait pas montré lors de la visite. Elle descendit les marches avec précaution, allumant la lumière. L'espace était rempli de cartons, de vieux meubles couverts de draps et divers objets gardés au fil des décennies. Mathilde marchait parmi ces fragments de mémoire, touchant occasionnellement un objet ici et là, comme si elle pouvait sentir l'histoire qu'il contenait. C'est alors qu'elle trouva une boîte en bois sculptée avec les initiales CM. Charles Mercier, le père de Philippe. Elle hésita un moment, mais la curiosité fut plus forte. Elle ouvrit la boîte et y trouva diverses photographies anciennes, des documents jaunis et de petits souvenirs. Avec soin, elle retira une photographie en particulier. Elle montrait un couple élégant tenant un bébé, et à côté d'eux, une femme plus jeune. Mathilde fixa l'image, les yeux embués. Hélène, la gouvernante, apparut en haut de l'escalier. « Que faites-vous ici, madame ?» demanda-t-elle, méfiante. Mathilde se retourna sans cacher la photographie. « J'explore simplement. » Les vieilles maisons gardent tant d'histoires. Hélène descendit quelques marches, son regard fixé sur la photographie dans les mains de Mathilde. « C'est feu, monsieur Charles, avec son épouse Élise et le petit Philippe. » Ses yeux se rétrécirent. « Et cette femme à côté d'eux, c'est moi, » compléta Mathilde, avec un calme qui contrastait avec la tension dans l'air. « Il y a presque 40 ans. » Hélène recula d'un pas, choquée. « Impossible. Vous n'avez jamais mentionné que vous connaissiez la famille. » « Philippe ne m'a pas reconnu non plus, » répondit Mathilde, replaçant la photographie dans la boîte. « Pour lui, je ne suis qu'une vieille dame qu'il a trouvée dans la rue. Mais c'est un mensonge. » « Non, Hélène, c'est simplement une partie d'une histoire qui n'est pas encore terminée. » La gouvernante semblait partagée entre alerter son patron et garder le secret nouvellement découvert. « Pourquoi ne lui avez-vous pas dit la vérité ?» Mathilde soupira, fermant la boîte avec soin. « Parce que certaines vérités doivent être découvertes, pas racontées. Philippe doit me retrouver dans ses souvenirs, pas dans mes paroles. » Hélène secoua la tête, confuse. « Je ne comprends pas ce que vous projetez. » « Je ne suis pas ici pour causer le moindre mal, » assura Mathilde. « Je promets que Philippe saura tout au moment opportun. Jusque-là, je vous demande de garder ce secret. » La gouvernante hésita. Mais quelque chose dans le regard de Mathilde, un mélange de détermination et de bonté, la fit acquiescer à contre-cœur. « Je n'interviendrai pas. Mais si je remarque que cela blesse monsieur Philippe, alors vous pourrez tout lui raconter vous-même, » compléta Mathilde. C'est un accord équitable. Tandis que les deux femmes scellaient ce pacte silencieux, aucune d'elles ne remarqua Sébastien, le majordome, observant la scène depuis l'ombre. Ses yeux calculateurs brillaient avec la possibilité d'utiliser cette information à son avantage. Le dîner du samedi promettait d'être un événement intéressant. Philippe avait demandé au chef de préparer un menu spécial, mais Mathilde avait insisté pour aider en cuisine. Sa présence au manoir avait déjà créé une dynamique complètement nouvelle parmi le personnel. Même le rigide Sébastien semblait plus aimable quand elle était dans les parages. « Je ne trouve pas approprié que l'invité de monsieur Philippe coupe des légumes !» commenta le chef, observant Mathilde préparer une soupe qui n'était pas au menu. « Je ne suis pas simplement une invitée, » répondit-elle avec un sourire. « Je suis une vieille dame qui aime garder ses mains occupées. Et puis, je parie que personne ici ne sait faire une soupe de pommes de terre comme moi. » L'arôme qui commençait à se répandre dans la cuisine lui donnait raison. Le chef, après avoir goûté une cuillerée, dut admettre que c'était exceptionnel. À 7 heures, la sonnette retentit. Laure fut la première à arriver, vêtue d'une élégante robe bleue, marine apportant une bouteille de vin. « Bienvenue !» Philippe l'accueillit, essayant de dissimuler l'impact que sa beauté lui causait. « Vous êtes resplendissante. » Laure sourit, un peu gênée. « Merci. J'espère ne pas être trop formelle pour l'occasion. »« Vous êtes parfaite, » répondit-il, la conduisant au salon. « Laissez-moi vous présenter Mathilde. » La vieille dame était assise dans un fauteuil, royale dans sa simplicité. Elle portait la même robe simple que d'habitude, mais avait attaché ses cheveux gris en un chignon élégant. « Madame Mathilde, voici Laure Valentin, ma... »
Votre bras droit dans l'entreprise, je sais, compléta Mathilde, se levant pour saluer la jeune femme. Philippe parle très bien de vous. Laure lança un regard surpris à Philippe avant de sourire à la vieille dame. J'espère qu'il n'a dit que des bonnes choses. Il a dit que vous étiez compétente, dévouée et que vous aviez les yeux qu'elle est plus expressifs qu'il ait jamais vus. Philippe s'étrangla avec l'air. Je n'ai pas dit cette dernière partie. Peut-être pas avec ces mots, rit Mathilde, mais c'était écrit sur votre visage quand vous parliez d'elle. Le moment embarrassant fut interrompu par l'arrivée d'Antoine Mercier. Sébastien le conduisit au salon, où l'homme domina immédiatement l'environnement par sa présence imposante et sa voix tonitruante. « Voici le neveu mystérieux et son invité spécial », s'exclama-t-il, avançant d'un pas lourd. En voyant Mathilde, cependant, son expression changea complètement. Le sourire social se figea, laissant place à une soudaine pâleur. « Vous » murmura-t-il. Mathilde le regarda avec sérénité. « Bonjour Antoine, ça fait longtemps. » Philippe regarda l'un puis l'autre confus. « Vous vous connaissez ?»« Connaître est un mot fort, » répondit Antoine, retrouvant sa contenance. « Disons que nous nous sommes croisés dans le passé. J'ai travaillé pour la famille Mercier il y a de nombreuses années, » expliqua Mathilde avec simplicité. Antoine n'était qu'un jeune homme à l'époque. L'oncle de Philippe semblait extrêmement mal à l'aise. C'était il y a plus de 40 ans. Surprenant que vous soyez encore dans le coin. Le commentaire inélégant fit froncer les sourcils à Laure, mais Mathilde se contenta de sourire. La vie a ses plans pour chacun d'entre nous. Le mien apparemment incluait ses retrouvailles. Philippe, percevant la tension croissante, suggéra qu'ils passent à la salle à manger. Pendant le repas, la dynamique entre les quatre était fascinante à observer. Laure et Mathilde conversaient avec animation sur la littérature et la politique, tandis qu'Antoine restait taciturne, lançant des regards suspicieux à la vieille dame chaque fois qu'il pensait que personne ne regardait. Quand vint le moment du dessert, la fameuse soupe de pommes de terre de Mathilde, servie comme surprise finale, Antoine rompit enfin son silence calculé. « Alors, Philippe, commença-t-il, avec une fausse désinvolture, combien de temps comptez-vous maintenir votre œuvre de charité ?» La table entière devint silencieuse. Laure regarda Antoine avec une évidente désapprobation, tandis que Philippe posait sa cuillère à côté de son assiette, contractant sa mâchoire. « Madame Mathilde n'est pas une œuvre de charité, mon oncle. C'est mon invitée, et en ce moment, elle est davantage un mentor que toute autre chose. » Antoine rit, un son rauque et sans humour. « Un mentor ? Je vous en prie, Philippe. Qu'est-ce qu'une femme qui a passé sa vie à servir les autres pourrait enseigner au PDG de l'une des plus grandes sociétés immobilières du pays? Peut-être, justement parce qu'elle a servi les autres. Elle a beaucoup à enseigner, répondit Laure, sa voix calme mais ferme. Certaines des personnes les plus sages que j'ai connues n'ont jamais eu leur nom dans des magazines d'affaires. Mathilde observait la scène avec tranquillité, comme si elle assistait à une pièce de théâtre dont elle connaissait déjà la conclusion. « En fait, Antoine, intervint-elle, votre question est valable. Combien de temps resterai-je ici ?» Elle se tourna vers Philippe. « Je crois que j'abuse déjà de votre hospitalité, mon cher. »« Ne dites pas ça, » protesta Philippe. « Votre présence a apporté de la vie à cette maison. Je veux que vous restiez aussi longtemps que vous le souhaiterez. » Antoine souffla. « Toujours impulsif, toujours émotif, tout comme votre mère. » La mention de la mère de Philippe tomba comme une bombe à table. Il parlait rarement d'elle, et quand il le faisait, c'était toujours avec un mélange de révérence et de chagrin. « Laissez Élise en dehors de ça, » avertit-il, avec une froideur qui surprit même Laure, qui ne l'avait jamais vu perdre son sang-froid. « Pourquoi ?» défia Antoine. « Parce qu'elle était trop fragile pour élever son propre fils et avait besoin de nounou et de gouvernante pour faire le travail à sa place? Ou parce que quand elle a finalement décidé d'agir comme une mère, il était déjà trop tard ?» Philippe se leva brusquement, le visage rouge de colère. « Assez, je ne vous permettrai pas de parler d'elle ainsi. Ma mère a fait de son mieux dans les circonstances qu'elle avait. Votre père la gâtait trop, » poursuivit Antoine, implacable. « Charles l'a toujours traitée comme une poupée de porcelaine, et quand vous êtes né, elle n'a tout simplement pas su faire face à la responsabilité. C'est pour ça qu'elle a engagé Mathilde, n'est-ce pas, pour être la mère qu'elle ne pouvait pas être. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Philippe regardait Mathilde, son visage un masque de confusion et d'incrédulité. « De quoi parle-t-il »
demanda-t-il, sa voix presque un murmure. Mathilde se leva lentement, marchant jusqu'à se tenir à côté de Philippe. « J'allais vous le dire quand le moment serait venu. Mais oui, j'ai été votre gouvernante quand vous étiez enfant. Je me suis occupée de vous depuis votre naissance jusqu'à vos 5 ans. » La révélation frappa Philippe comme un coup physique. Il chancela, s'appuyant sur la table. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? Parce que je voulais que vous me connaissiez, tel que je suis maintenant. » « Pas à travers les souvenirs d'un enfant, » répondit-elle, les yeux embués. « Et parce que je devais comprendre l'homme que vous êtes devenu avant de révéler l'enfant. » Que j'ai connu. Laure observait la scène, se sentant intruse face à un moment si intime. Antoine, en revanche, semblait satisfait du chaos qu'il avait provoqué. « Vous voyez, » dit-il, se levant également, « votre mentor a commencé votre relation par un mensonge, typique des domestiques, toujours en train de cacher quelque chose. » Il prit sa veste. « Merci pour le dîner, mon neveu. C'était révélateur. » Après le départ d'Antoine, le silence pesa dans la pièce. Laure, comprenant qu'elle devait les laisser seuls, se leva également. « Je crois que je ferais mieux d'y aller, » dit-elle doucement. « Philippe, si vous avez besoin de quoi que ce... » « Soit !» Il acquiesça, absorbant encore l'impact de la révélation. « Merci d'être venu, Laure. » Après l'avoir accompagnée jusqu'à la porte, Philippe retourna à la salle à manger où Mathilde était restée assise, attendant patiemment le jugement qu'elle savait imminent. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda-t-il finalement. « Après tant d'années, pourquoi apparaître maintenant ?» Mathilde soupira, regardant par la fenêtre la nuit noire. « Parce que j'ai senti que c'était le moment. Parce que j'ai vu votre visage dans un magazine et j'ai reconnu dans vos yeux le même vide que je porte dans les miens. Et parce que, avant de quitter ce monde, je devais savoir si ce doux garçon que j'ai connu existait encore en vous. » Philippe s'assit lourdement. « Je ne me souviens pas de vous. Vous étiez très petit. » Elle sourit tristement. « Mais vous m'appeliez Tilde, parce que vous ne pouviez pas prononcer Mathilde, et vous dormiez en tenant un cheval en peluche que j'avais cousu pour vous. » Un souvenir distant s'alluma dans l'esprit de Philippe, le toucher doux du jouet, l'odeur de lavande de quelqu'un chantant doucement pour lui. « Le cheval, » murmura-t-il, il était brun avec la crinière noire. « Et une étoile blanche sur le front, » compléta Mathilde, ses yeux brillants. « Vous l'appeliez Étoile, même si vous étiez un petit garçon. » Philippe ressentit une vague d'émotions si intense qu'il pouvait à peine respirer. Des fragments de mémoire longtemps enfouis commençaient à émerger. « Pourquoi êtes-vous parti? Pourquoi nous avez-vous quittés ?» L'expression de Mathilde s'assombrit. « Ce n'était pas mon choix. Votre mère, elle craignait que vous ne vous attachiez trop à moi. Un jour, elle m'a appelé dans sa chambre et m'a dit que mes services n'étaient les plus nécessaires. Elle m'a donné une semaine pour trouver un autre emploi et quitter la maison. Ma mère vous a renvoyé, mais pourquoi? Elle avait ses démons, Philippe. Elle souffrait d'une profonde mélancolie qu'aujourd'hui nous appellerions dépression. Elle alternait entre des périodes d'absence émotionnelle complète et des moments de possessivité extrême. Quand elle allait bien, elle voulait être la seule personne dans votre vie. Quand elle allait mal, elle pouvait à peine vous regarder. » Philippe ferma les yeux, sentant une ancienne douleur resurgir. « Je me souviens de comment c'était. Je ne savais jamais quelle version d'elle je trouverais au matin. »« Elle vous aimait, Philippe, » dit Mathilde avec douceur, à sa façon avec les outils émotionnels qu'elle avait. Mais son amour était compliqué, plein de peur et d'insécurité. « Et après votre départ ? » J'ai essayé de garder le contact. J'envoyais des lettres, des cadeaux pour votre anniversaire, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Des années plus tard, j'ai appris que votre mère était... Elle hésita, évitant le mot que Philippe craignait d'entendre. « Partie. À cette époque, vous étiez déjà à l'université. J'ai pensé à vous chercher, mais j'ai craint de n'apporter que plus de douleur. » Philippe se leva brusquement et marcha jusqu'à une étagère. De là, il retira une petite boîte en bois sculptée que Mathilde n'avait pas vue auparavant. Il l'ouvrit et en sortit un petit objet brillant. « Ce cheval de cristal, » dit-il, le montrant à Mathilde. « Il est apparu dans ma chambre d'étudiant le jour de mes 21 ans. Sans expéditeur, sans carte. Juste cet objet, enveloppé dans un tissu bleu. » Mathilde porta la main à sa bouche, émue. « Vous l'avez gardé. J'ai toujours pensé qu'il venait de ma mère. Un dernier cadeau d'outre-tombe. C'était la seule fois où j'ai pu vous atteindre, » confessa Mathilde. « J'ai demandé à un employé de l'université de le remettre,
C'était censé être un rappel. De quoi? Qu'il y a eu un temps où vous étiez aimé simplement, sans complications. Un temps où quelqu'un plaçait votre bien-être au-dessus de tout. Philippe contempla le petit objet qu'il avait gardé pendant tant d'années, le voyant maintenant sous un jour nouveau. C'est pour ça que vous m'avez testé ce soir-là, n'est-ce pas? En laissant tomber le portefeuille, en voyant si je mentirais. Mathilde sourit. Je voulais voir quel genre d'homme vous étiez devenu, s'il y avait encore de la bonté derrière les yeux tristes que j'ai vus dans le magazine. Et qu'avez-vous découvert? Que vous êtes comme la plupart d'entre nous, perdu mais cherchant encore votre chemin. Blessé mais encore capable de guérir, seul mais aspirant toujours à la connexion. Philippe s'assit à nouveau, absorbant tout cela. Que se passe-t-il? Maintenant? Cela dépend de vous, répondit Mathilde doucement. Je peux partir demain matin si vous préférez, ou je peux rester et vous aider à redécouvrir des parties de vous-même qui ont été oubliées. Le choix vous appartient. Il regarda le petit cheval de cristal dans sa main, sentant son poids et sa signification. À ce moment, il prit une décision qui changerait non seulement son avenir, mais celui de beaucoup d'autres. « Je veux que vous restiez, dit-il, fermement. Et je veux que vous m'aidiez à faire quelque chose de significatif avec tout ce que je possède. » Le sourire de Mathilde illumina son visage ridé. « Alors commençons, mon cher. Il y a tant de bien à faire dans ce monde. » Les semaines suivantes apportèrent une série de changements dans la vie de Philippe. Dans l'entreprise, il commença à réévaluer les projets, privilégiant ceux ayant un impact social plus important sur ceux purement lucratifs. Cette nouvelle approche causa des frictions avec Antoine, qui voyait les décisions de son neveu comme un sentimentalisme dangereux. « Vous allez ruiner tout ce que votre père a construit », vociféra Antoine lors d'une réunion de conseil tendue. « Ce projet de logements sociaux au centre va drainer nos ressources et le retour financier est minime. » Le retour ne se mesure. « Pas seulement en argent, » répondit Philippe avec un calme qui surprit tout le monde. « Revitaliser cette zone signifiera de nouvelles opportunités pour des centaines de familles. »« Depuis quand vous souciez-vous des familles ?» provoqua Antoine. « C'est cette vieille femme, n'est-ce pas, qui vous remplit la tête d'idées romantiques. » Laure, qui participait à la réunion, intervint. « Les chiffres que j'ai présentés montrent que le projet est viable. Marge de profit moindre, oui, mais durable, et avec un potentiel de valorisation à long terme. De plus, l'image de l'entreprise... »« L'image !» interrompit Antoine, frappant la table. « Charles Mercier n'a pas construit cet empire en se souciant de l'image. Mon père, corrigea Philippe, a construit cet empire en pensant à l'avenir. Et c'est exactement ce que je fais. » La tension dans la salle était palpable. Antoine regarda autour de lui, réalisant que les autres directeurs semblaient plus enclins à soutenir Philippe que lui. « Je vois que vous avez déjà pris votre décision, » dit-il se levant. « Mais sachez que je ne vais pas assister à la destruction de cet héritage les bras croisés. » Après la sortie dramatique de son oncle, Philippe poussa un soupir fatigué. Laure s'approcha, posant une main sur son épaule. « Il s'en remettra, » dit-elle doucement. « Ou pas. De toute façon, vous faites ce qu'il faut. » Philippe couvrit sa main de la sienne, un geste qui n'échappa pas aux autres présents. « Merci, Laure. Pour tout. » Au manoir, pendant ce temps, Mathilde avait initié sa propre révolution silencieuse. Elle commença à inviter des enfants de l'orphelinat local à passer leurs après-midi dans l'immense jardin. Avec l'aide de Sébastien, qui étonnamment se révéla être un excellent conteur, elle organisait des pique-niques et des jeux qui remplissèrent la propriété auparavant silencieuse de rires et d'agitation. Hélène, initialement résistante à cette invasion, se laissa rapidement conquérir par les enfants. En peu de temps, elle enseignait aux filles à faire des biscuits dans la cuisine principale, quelque chose qui aurait été impensable quelques semaines auparavant. Par un après-midi particulièrement ensoleillé, Philippe rentra plus tôt du travail et trouva le jardin envahi par des enfants. Mathilde était assise sous un arbre, racontant une histoire à un groupe attentif, tandis que d'autres jouaient à chat perchés entre les parterres de fleurs. « J'espère que ça ne vous dérange pas, » dit-elle en le voyant s'approcher. « J'ai pensé que cette maison méritait un peu plus de vie. » Philippe observa la scène. Le jardin que sa mère maintenait méticuleusement organisé était maintenant un espace de jeu et de joie. Au lieu de se sentir contrarié, il réalisa que c'était exactement ce dont l'endroit avait toujours eu besoin. « C'est parfait »,
répondit-il, s'asseyant à côté d'elle. « J'aurais dû faire ça il y a des années. » Une petite fille d'environ 5 ans s'approcha timidement, offrant à Philippe une fleur cueillie dans le jardin. « C'est pour vous, monsieur, » dit-elle, avec un sourire où manquaient 2 dents. « Tante Mathilde a dit que vous aimez les fleurs. Jaune ?» Philippe accepta le cadeau avec un sourire sincère. « Merci, ce sont mes préférés. Comment t'appelles-tu ?»« Sophie, » répondit la fillette. « Eh bien, Sophie, tu viens de rendre ma journée bien meilleure. » L'enfant sourit et courut, rejoindre les jeux. Philippe se tourna vers Mathilde. « Comment saviez-vous que j'aime les fleurs jaunes ? Vous aviez l'habitude de les collectionner quand vous étiez petit, » répondit-elle avec un sourire nostalgique. « Vous disiez toujours que c'étaient des petits morceaux de soleil qu'on pouvait tenir dans nos mains. » Philippe sentit une vague d'émotion en récupérant un autre fragment de son passé. « Il y a tant de choses dont je ne me souviens pas. La mémoire est étrange, » réfléchit Mathilde. « Parfois, nous ne nous souvenons pas des événements eux-mêmes, mais des sentiments qu'ils nous ont procurés. Vous ne vous souvenez peut-être pas de cueillir des fleurs, mais vous portez en vous le réconfort qu'elles vous apportaient. » Ce soir-là, après que les enfants eurent été ramenés à l'orphelinat, Philippe et Mathilde dînaient tranquillement quand Sébastien annonça une visite inattendue. « Mademoiselle Valentin est ici, monsieur. » Philippe se leva, surpris. « Laure, quelque chose s'est passé à l'entreprise ?» Laure entra dans la salle à manger, semblant agitée. « Désolée d'apparaître sans prévenir, mais je devais vous parler en personne. » Elle remarqua Mathilde et sourit. « Bonsoir, Madame Mathilde. Joignez-vous à nous, ma chère, » invita la vieille dame. « Il reste beaucoup de nourriture. » Tandis que Sébastien préparait une place pour Laure, Philippe l'observait avec inquiétude. Que s'est-il passé? Laure attendit que le majordome s'éloigne avant de répondre. « Votre oncle a rencontré Takumi Hirano cet après-midi. » Philippe fronça les sourcils. Hirano était le leader du groupe d'investisseurs japonais avec qui il négociait le partenariat pour le projet de logements sociaux. « Comment le savez-vous? Sa secrétaire est mon amie de l'université. Il ne sait pas qu'elle me l'a dit. » « Et que voulait mon oncle de Hirano ?» Laure regarda Mathilde comme si elle hésitait à parler devant elle. « Vous pouvez parler, » assura Philippe. « Je n'ai pas de secret pour Madame Mathilde. » Laure acquiesça. « Votre oncle essaye de convaincre Hirano que vous n'êtes pas mentalement stable pour diriger l'entreprise. Il affirme que vous prenez des décisions irrationnelles et que vous êtes tombé sous l'influence de personnes qui veulent vous manipuler. » Philippe laissa échapper un rire amer, typique de lui. « Et qu'a dit Hirano ? » Apparemment, il est inquiet. Il veut une nouvelle réunion, cette fois avec la présence de votre oncle pour clarifier certains points. Mathilde observait la conversation en silence, son visage serein masquant l'inquiétude qu'elle ressentait. « Quand ?» demanda Philippe. « Demain matin. Takumi repart déjà pour Tokyo demain soir, donc c'est notre seule chance. » Philippe acquiesça, pensif. « Montrons-lui qui a vraiment la vision pour l'avenir de Mercier Immobilier. » Après le dîner, quand Laure fut partie, Mathilde trouva Philippe dans la bibliothèque, examinant des documents du projet. « Votre oncle a peur, » commenta-t-elle, s'asseyant dans un fauteuil proche. « De quoi? Du changement, de perdre le contrôle, de voir l'héritage familial transformé en quelque chose qu'il ne reconnaît pas ou ne valorise pas. » Philippe leva les yeux des papiers. « Vous le défendez? »« J'essaye simplement de comprendre, » clarifia Mathilde. « Quand nous connaissons les motivations des gens, même si nous ne sommes pas d'accord avec elles, nous pouvons trouver des voies de dialogue. »« Antoine ne veut pas de dialogue, » rétorqua Philippe. « Il veut le pouvoir. Il l'a toujours voulu. Mon père disait toujours qu'il était jaloux du succès des autres. » Mathilde resta silencieuse un moment. « Vous ressemblez tant à votre père parfois. La même détermination, la même intensité. Mais vous avez le cœur de votre mère. Sensible, profond, capable d'une grande compassion. Vous croyez vraiment que ma mère était compatissante, après la façon dont elle vous a traité? » La vieille dame soupira. « Élise était malade, Philippe. Pas de la façon qu'on voit, mais à l'intérieur. Sa dépression la consumait comme un feu lent, brûlant tout ce qu'il y avait de bon en elle. Dans ces moments de lucidité, c'était la personne la plus gentille que j'ai jamais connue. » Philippe ferma les yeux, se rappelant les rares moments de connexion avec sa mère. Un sourire, une chanson chantée doucement, une étreinte inattendue. J'aurais aimé mieux la connaître. Vous l'avez connue du mieux que vous pouviez, étant donné les circonstances, consola Mathilde.
Et maintenant, vous avez la chance d'honorer ce qu'il y avait de meilleur en elle. » Cette conversation fit Philippe réfléchir profondément à son passé et à l'héritage qu'il souhaitait construire. Le lendemain matin, quand il entra dans la salle de réunion pour rencontrer Hirano et son oncle, il se sentait étrangement calme. Antoine était déjà là, conversant avec l'homme d'affaires japonais d'un ton confidentiel. Tous deux se turent quand Philippe entra, accompagné de Laure. « Bonjour, messieurs », salua Philippe avec une cordialité qui surprit son oncle. « Monsieur Hirano, c'est toujours un plaisir de vous revoir. » Takumi Hirano, un homme de 60 ans avec une présence imposante malgré sa petite taille, inclina légèrement la tête. « Monsieur Mercier, votre assistante a mentionné qu'il y a des questions à clarifier concernant notre projet commun. »« En effet, » répondit Philippe, s'asseyant, « mon oncle semble avoir quelques préoccupations qu'il aimerait partager avec nous. Antoine, je vous en prie, sentez-vous libre d'exprimer ouvertement vos opinions. » Pris au dépourvu par l'approche directe de son neveu, Antoine hésita un moment. « Eh bien, comme je l'expliquais à monsieur Hirano, j'ai de sérieuses réserves quant à la viabilité économique de ce projet de logements sociaux. Mercier, Immobilier s'est toujours concentré sur des projets haut de gamme, et ce soudain changement de cap pourrait compromettre notre santé financière à long terme. » Philippe écouta patiemment, sans interrompre. Quand son oncle eut enfin terminé son exposé, il se tourna vers Hirano. « Monsieur Hirano, le groupe Katsuo s'est toujours enorgueilli de ses projets à impact social, n'est-ce pas? La résidence écologique de Yokohama, le complexe résidentiel pour personnes âgées d'Osaka, tous avec un équilibre parfait entre responsabilité sociale et viabilité économique. » L'homme d'affaires japonais parut surpris et satisfait que Philippe connaisse les projets de son entreprise en tel détail. « Exactement. Nous croyons que le véritable succès entrepreneurial doit inclure une contribution positive à la société. C'est précisément cette vision que nous admirons dans votre groupe, » poursuivit Philippe. « Et c'est pourquoi ce partenariat a tant de sens. Nous n'abandonnons pas nos principes d'entreprise. Nous élargissons notre horizon pour inclure des projets qui, en plus d'être rentables, génèrent également une valeur sociale. » Laure distribua des dossiers avec des projections financières détaillées. Comme vous pouvez le voir, le retour sur investissement est plus modeste, mais extrêmement stable, et l'impact positif sur l'image de nos deux entreprises se reflète déjà dans la valeur de nos actions. Antoine semblait de plus en plus mal à l'aise à mesure que la réunion avançait. Il était évident que sa tentative de miner la confiance de Hirano échouait. « Il y a encore un autre aspect que j'aimerais discuter, » dit Philippe, surprenant tout le monde. « Une extension du projet original. » Il déroula des plans architecturaux que personne dans la salle, pas même Laure, n'avait vus auparavant. « Je propose que nous incluions au sein du complexe résidentiel un centre communautaire qui offrirait un soutien aux familles en situation de vulnérabilité. Soins pour les personnes âgées, activités pour les enfants, formation professionnelle. » Hirano examina les plans avec un intérêt croissant. « Ambitieux. Et qui gérerait ce centre ? » « Une fondation que je suis en train de créer, » répondit Philippe. « La fondation Élise Mercier, en hommage à ma mère. » Antoine pâlit en entendant le nom de sa belle-sœur. Laure observait tout avec un mélange de surprise et d'admiration. « Intéressant, » murmura Hirano. « Très intéressant. Au Japon, nous avons un concept appelé Ikigai, le but qui donne un sens à la vie. Il semble que vous ayez trouvé le vôtre, monsieur Mercier. » La réunion se termina avec Hirano, non seulement réaffirmant son engagement envers le projet original, mais exprimant également son enthousiasme pour l'extension proposée par Philippe. En se séparant, l'homme d'affaires japonais fit un commentaire qui resterait gravé dans la mémoire de tous les présents. « Votre père a construit des bâtiments, monsieur Mercier. Vous construisez des communautés. C'est une évolution naturelle, qu'admirable. » Quand Hirano et sa délégation quittèrent la salle, Antoine confronta son neveu. « Vous avez tout planifié, n'est-ce pas? Vous saviez que je parlerais à Hirano et vous avez préparé ce spectacle pour me faire passer pour un idiot. »« Non, mon oncle, » répondit Philippe calmement. « J'ai simplement fait ce que je crois être juste pour l'entreprise et pour moi. Quant au centre communautaire, l'idée est née hier soir, après une conversation avec Mathilde. Cette femme, » s'exclama Antoine avec amertume, « elle a toujours su comment manipuler cette famille. » Laure, qui rangeait les documents de la réunion, regarda Antoine avec une désapprobation non dissimulée.
D'après ce que j'ai compris, Madame Mathilde s'est simplement occupée de Philippe quand il était enfant. C'est difficilement ce qu'on peut appeler de la manipulation. Vous ne savez rien, rétorqua Antoine. Demandez-lui à propos de Charles et Élise. Demandez-lui à propos de l'accident. Philippe fronça les sourcils confus. De quoi parlez-vous? Antoine sourit, un sourire froid et calculateur. Ah, votre chère Mathilde n'a pas raconté toute l'histoire, n'est-ce pas? Demandez-lui comment votre père a réellement quitté ce monde. Demandez-lui qui conduisait la voiture cette nuit-là. Avec ces paroles énigmatiques, Antoine quitta la salle, laissant Philippe paralysé par l'insinuation. Il essaye simplement de semer la discorde, dit Laure, inquiète de l'expression de Philippe. Ne l'écoutez pas. Mais la graine du doute avait été plantée. Ce même après-midi, Philippe retourna au manoir plus tôt, déterminé à confronter Mathilde et à découvrir ce qu'elle pourrait encore lui cacher. En entrant dans le manoir, Philippe trouva un silence inhabituel. Depuis l'arrivée de Mathilde, la maison était rarement si calme. Il chercha la vieille dame dans tous les endroits habituels, salon, jardin, cuisine, sans succès. « Hélène » appela-t-il la gouvernante. « Où est Madame Mathilde ?»« Au grenier, monsieur » répondit Hélène avec un regard préoccupé. « Elle y est depuis des heures. Elle a dit qu'elle devait trouver quelque chose. » Philippe monta les escaliers qui menaient au grenier, un espace qu'il visitait rarement. La porte était entr'ouverte et il pouvait entendre le bruit d'objets déplacés. Mathilde était agenouillée devant un vieux coffre, retirant soigneusement ce qui semblait être des albums photos et de petites boîtes. En entendant les pas de Philippe, elle se retourna. « Ah, vous êtes rentré tôt, » dit-elle, avec un sourire, fatigué. « J'étais justement en train de chercher quelque chose en rapport avec la mort de mon père, » interrompit Philippe, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Le sourire de Mathilde disparut, remplacé par une expression de profonde tristesse. « Antoine vous a parlé. Il a insinué qu'il y a plus dans cette histoire que ce que vous m'avez dit, que vous étiez d'une façon ou d'une autre impliqué dans l'accident qui a coûté la vie à mon père. » Mathilde ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. « Asseyez-vous, Philippe. C'est une histoire que j'aurais dû vous raconter avant. » Il s'assit sur un vieux coffre, son cœur battant la chamade. « Votre père, commença Mathilde, était un homme extraordinaire, pas seulement pour sa réussite en affaires, mais pour sa capacité à voir le meilleur dans les gens. C'est lui qui a insisté pour que votre mère me garde comme gouvernante, même quand elle a commencé à montrer de la jalousie. Mon père vous a défendu? Il comprenait que vous aviez besoin de stabilité, de quelqu'un de constant dans votre vie, pendant que votre mère luttait contre ses démons intérieurs. » Mathilde soupira. Charles était l'équilibre de la famille. Quand il voyageait, Élise devenait encore plus instable. Philippe acquiesça, se rappelant vaguement l'anxiété qu'il ressentait quand son père partait en voyage d'affaires. « La nuit de l'accident, » poursuivit Mathilde, sa voix presque un murmure, « votre mère traversait un de ces épisodes. Cela faisait des jours qu'elle ne sortait pas de sa chambre, mangeait à peine. Votre père a décidé de l'emmener dîner, pour essayer de lui remonter le moral. » Mathilde fit une pause, respirant profondément. « Je les ai conseillés de ne pas y aller. Le temps était mauvais, il pleuvait beaucoup. Mais Charles croyait que le changement d'environnement ferait du bien à Élise. » Philippe sentait son cœur se serrer. Il n'avait jamais entendu les détails de cette nuit. Après la perte précoce de ses parents, le sujet était devenu tabou parmi les membres de la famille qui avaient pris en charge son éducation. « La voiture a dérapé sur la route mouillée, » poursuivit Mathilde, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Charles, il n'a pas survécu à l'impact. Élise a été gravement blessée mais consciente. J'ai été la première à arriver sur les lieux, après avoir reçu l'appel de l'hôpital. »« Vous étiez là ?» Philippe sentit un frisson. « J'étais avec votre mère dans ces derniers moments, » confirma Mathilde. « Elle m'a fait promettre de prendre soin de vous. Mais quoi? Votre oncle Antoine a assumé votre tutelle. Il ne m'a jamais permis de vous revoir. Il a affirmé que je n'étais qu'une employée et que je n'avais aucun droit sur vous. Et peut-être avait-il raison. » Mathilde essuya ses larmes. « Ce qu'Antoine ne vous a probablement pas dit, c'est qu'il me tient pour responsable de l'accident. » « Comment ça? Il croit que, si je n'avais pas été si présente dans votre vie, Élise n'aurait pas développé ses problèmes émotionnels. Que si je n'avais pas existé, elle aurait été une mère normale, et cette nuit-là ne serait jamais arrivée. » Mathilde secoua la tête.
Il est plus facile de blâmer une étrangère que d'accepter qu'Élise était malade et avait besoin d'une aide professionnelle qu'elle n'a jamais reçue. Philippe traitait tout cela, réalisant comment le récit de son enfance avait été construit sur des demi-vérités et des omissions. Pourquoi mon oncle dirait-il que vous conduisiez la voiture? Parce qu'au début, quand vous étiez trop petit pour comprendre, il a essayé de m'accuser formellement. Il est allé jusqu'à suggérer à la police que j'avais saboté la voiture. C'était une absurdité si grande qu'elle a été rapidement écartée, mais Antoine n'a jamais abandonné cette idée. Mathilde tendit la main, touchant doucement le visage de Philippe. Il a perdu le frère qu'il aimait et avait besoin de quelqu'un à blâmer. Philippe ressentit une profonde compassion pour son oncle, comprenant pour la première fois l'amertume qui le consumait depuis tant d'années. « Que cherchiez-vous ici » demanda-t-il, indiquant le coffre ouvert. Mathilde prit un petit paquet enveloppé dans du tissu. « Ceci, quelque chose que j'ai gardé toutes ces années, attendant le bon moment pour vous le rendre. » Philippe déroula le paquet avec soin, révélant une vieille montre de poche en or. Sur le couvercle, les initiales CM étaient gravées dans un monogramme élaboré. « La montre de mon père », murmura-t-il, reconnaissant l'objet des vieilles photographies. « Élise me l'a donnée la nuit de l'accident », expliqua Mathilde. « Elle m'a dit qu'un jour, quand vous seriez un homme, je devrais vous la remettre. C'est pour cela que je suis revenu, Philippe, pour accomplir cette dernière promesse. » Philippe ouvrit la montre, remarquant que les aiguilles étaient arrêtées à 23h47, probablement le moment exact de l'accident. À l'intérieur du couvercle, il y avait une inscription qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Le temps est le seul bien véritablement précieux. Utilisez-le avec sagesse. » Il disait toujours cela, se souvint Philippe, la gorge nouée, que le temps était plus précieux que l'argent. « Votre père était un homme sage, » acquiesça Mathilde. « Et il serait fier de l'homme que vous êtes devenu. » Tout en tenant la montre, sentant son poids tant physique que symbolique, Philippe prit une décision. « Je veux que vous dirigiez la fondation Élise Mercier, » dit-il, surprenant Mathilde. « Personne n'a mieux connu ma mère. Personne n'a mieux compris ses luttes. La fondation aidera les familles affectées par les maladies mentales, offrira un soutien aux enfants dont les parents font face à ces défis. Ce sera un lieu où les gens n'auront pas à souffrir en silence, comme ma mère a souffert. » Mathilde le regarda, émue. « Vous en êtes sûr ?»« Absolument, » confirma Philippe. « Et je veux que mon oncle Antoine en fasse partie aussi. Il est temps de guérir d'anciennes blessures, de transformer toute cette douleur en quelque chose de positif. » Cette conversation dans le grenier marqua le début d'une nouvelle phase dans la vie de Philippe. Dans les mois qui suivirent, alors que le projet de logement avançait et que la fondation commençait à prendre forme, une transformation visible se produisit tant en lui que chez les personnes qui l'entouraient. Laure, qui voyait auparavant Philippe comme un patron brillant mais distant, découvrit en lui un partenaire avec qui elle partageait valeurs et rêves. Leur relation professionnelle évolua naturellement vers quelque chose de plus, bien que tous deux maintiennent la discrétion dans l'environnement de travail. Antoine, initialement réticent à s'impliquer dans la fondation, fut progressivement conquis par la persistance de son neveu et par l'opportunité d'honorer la mémoire de son frère. Bien qu'il n'ait jamais présenté d'excuses directes à Mathilde, il développa avec elle une relation de respect mutuel, basée sur l'amour partagé pour Philippe. Le manoir, autrefois symbole d'isolement, devint un lieu de rencontre et de célébration. Les enfants de l'orphelinat étaient des visiteurs réguliers, et Philippe initia un programme par lequel certaines familles du projet de logement passèrent des périodes dans la propriété pendant qu'elles s'établissaient dans la ville. Un an après les retrouvailles avec Mathilde, par un après-midi doré d'automne, Philippe la trouva dans le jardin, observant une petite fille jouer avec les feuilles tombées. C'était Sophie, la fillette qui lui avait offert une fleur jaune ce premier jour. Elle avait été adoptée par un jeune couple qui travaillait au centre communautaire de la fondation. « Elle semble heureuse », commenta Philippe, s'asseyant à côté de Mathilde. « Comme vous semblez heureux », répondit la vieille dame, souriant. « Vous avez enfin trouvé votre but. Grâce à vous, » dit-il, tenant la main ridée de la femme qui avait changé sa vie 2 fois, d'abord dans l'enfance et maintenant des décennies plus tard. Mathilde secoua la tête. « Je vous ai simplement rappelé le garçon que vous étiez. Un garçon qui s'émerveillait des fleurs jaunes et croyait qu'il pouvait tenir des morceaux de soleil dans ses mains. »
Philippe sourit, ressentant une paix qu'il n'aurait jamais cru possible. La montre de son père, autrefois arrêtée, fonctionnait à nouveau suspendue à une chaîne autour de son cou. Il l'avait fait réparer, mais avait gardé le cadran d'origine avec ses marques du temps. « Savez-vous ce qui me surprend le plus ?» réfléchit Philippe. « Comment quelque chose qui commence par un mensonge peut mener à tant de vérité ?» Mathilde rit doucement. « La vie suit rarement un chemin en ligne droite, mon cher. Parfois, nous devons nous perdre pour trouver le vrai chemin. » À ce moment, Laure s'approcha, portant un panier de fruits pour le pique-nique qu'ils avaient prévu. Son sourire en voyant Philippe illuminait tout son visage. « J'interromps quelque chose ?» demanda-t-elle. « Jamais, répondit Mathilde, faisant de la place sur le banc. Nous nous rappelions simplement comment tout a commencé. Avec un portefeuille intentionnellement laissé tomber et un homme feignant d'être aveugle, compléta Philippe, échangeant un regard complice avec Mathilde. Laure s'assit entre eux, curieuse. « Vous ne m'avez jamais raconté cette histoire correctement. »« C'est une longue histoire, sourit Philippe. Elle commence par une nuit comme les autres, quand un homme qui avait perdu son chemin a rencontré une dame qui avait déjà tout perdu, mais qui, malgré tout, avait encore beaucoup à offrir. » Tandis que Philippe racontait son histoire à Laure, avec Mathilde corrigeant occasionnellement des détails ou ajoutant des perspectives, Sophie s'approcha, apportant plus de fleurs jaunes à ajouter au panier de pique-nique. La douce brise d'automne portait des promesses de jours meilleurs, et les derniers rayons de soleil de cet après-midi semblaient bénir cette famille improbable, unie non par le sang, mais par l'amour et la guérison que seul le temps et la vérité peuvent apporter. Au manoir Mercier, les lumières commençaient à s'allumer une à une, chassant les ombres et illuminant le chemin pour tous ceux qui y trouvaient refuge, but et par-dessus tout, la chance de recommencer.